27 juillet 2025. Oslo, en Norvège. Dans une pièce silencieuse au cœur de la Scandinavie, le comité de la paix le plus prestigieux au monde a dévoilé une liste restreinte de 5 noms. Mais un nom, à lui seul, a figé le monde. Ibrahim Traoré, président intérimaire du Burkina Faso, ce n'est pas un politicien de carrière. Il n'a pas gravi les échelons des grandes écoles d'élite. Il n'est pas arrivé au pouvoir par les urnes, mais par conviction. Et aujourd'hui, dans un tournant inattendu de l'histoire, il est le favori pour le prix Nobel de la paix 2025. Ce qui rend cette histoire si bouleversante, ce n'est pas la controverse, mais la clarté. À une époque d'images mises en scène et de diplomatie spectacle, Traoré a choisi quelque chose d'ancestral, le labeur, le sacrifice et la vérité. Son champ de bataille, c'était la faim. Sa révolution soulageait la pauvreté, éduquer les jeunes, valoriser les femmes et soutenir les agriculteurs. Comment un soldat de 36 ans venu de l'un des pays les plus pauvres du monde est-il devenu un symbole de paix mondiale? C'était un moment historique pour la première fois. Un dirigeant africain de moins de 40 ans parvenu au pouvoir par un coup d'État militaire a été officiellement reconnu comme un candidat sérieux à l'un des prix les plus prestigieux au monde. Le comité Nobel a salué Traoré comme une figure rare dans le monde moderne, non pas un homme qui sème la haine, ni qui cherche le pouvoir à des fins personnelles, mais un leader qui a pris les armes uniquement pour protéger la conscience de son peuple. La paix qu'il cultive au Burkina Faso ne naît ni de négociations politiques, ni d'accords internationaux, mais de la volonté profonde et collective d'un peuple désireux de vivre dans la dignité et l'autonomie. Le parcours de Traoré, de soldat à homme d'État, incarne une nouvelle définition de la paix, une paix forgée dans les champs et les villages, plutôt que dans les couloirs du pouvoir. Cette nomination a pris beaucoup de monde de court, remettant en question les idées reçues sur le leadership, la paix et la manière de gouverner au XXIe siècle. Elle a suscité des débats à travers le monde, des rues animées de Ouagadougou jusqu'au cercle du pouvoir à Washington, à Paris et à Moscou. Mais derrière cette nomination se cache une transformation remarquable que Traoré a menée au Burkina Faso depuis son arrivée au pouvoir en septembre 2022. Depuis sa prise de pouvoir le 29 septembre 2022, Ibrahim Traoré a mené des réformes qui ont ébranlé non seulement le Burkina Faso, mais ont résonné à travers l'Afrique et le monde. Sa stratégie est radicale, mais profondément ancrée dans le bon sens, la paix par l'autonomie. L'un de ses faits d'armes les plus marquants a été la réconciliation de plus de 12 000 anciens terroristes armés, non pas par les armes, mais grâce à la médiation communautaire, à la formation professionnelle et à des programmes de réinsertion, plutôt que de perpétuer le cycle de la violence. Traoré a cherché à panser les plaies et à réintégrer les anciens combattants comme citoyens actifs et utiles, dans un geste audacieux en faveur de la souveraineté économique. Traoré a restitué 3,8 millions d'hectares de terres agricoles précédemment accaparées par des sociétés étrangères aux mains des agriculteurs locaux. Cet acte fut un message clair: la terre appartient à ceux qui la cultivent, et non à des investisseurs lointains, peut-être plus ambitieux encore. Traoré a lancé l'alliance Sahel-Vie, une coalition régionale entre le Burkina Faso, le Niger et le Mali, dédiée à la restauration écologique ensemble. Ils ont planté 800 millions d'arbres à travers la zone aride du Sahel, un phare d'espoir face au changement climatique et à la désertification. La discipline budgétaire fut un autre pilier de la gouvernance de Traoré. Il a réduit les dépenses publiques de 60%, coupant dans les excès bureaucratiques et réaffectant les fonds vers les fondements du pays, l'éducation et la santé. En l'espace de 18 mois, le Burkina Faso a vu la construction de 2400 nouvelles écoles et 700 centres de santé, à une échelle et une rapidité inédites dans la région, reconnaissant le lien essentiel entre nutrition et apprentissage. Traoré a veillé à ce que 95% des enfants des écoles primaires rurales reçoivent un déjeuner gratuit, préparé à partir de produits locaux, renforçant un cercle vertueux entre agriculture et éducation. Dans une dernière initiative audacieuse, le 4 mai 2025, Traoré a accordé sa grâce à 100 anciens militants et les a intégrés au programme Agriculteurs de la paix, une initiative saluée par les Nations Unies comme un modèle pouvant être reproduit à l'échelle mondiale. Ces réalisations traduisent une vision du leadership loin de la rhétorique creuse, elles incarnent une paix réelle, construite sur la dignité du travail et l'unité.
Mais un événement reste à mentionner le 1er juillet 2025, lors de la fête de la Toussaint. Une voix inattendue s'est élevée depuis le cœur du Vatican. Le pape Léon XIV, reconnu pour son engagement indéfectible en faveur de la justice sociale, a pris un instant pour mettre en lumière Ibrahim Traoré. Ses paroles portaient le poids de siècles d'autorité spirituelle, tout en s'exprimant dans le langage du travail humble et de la solidarité. « Lorsque je prie pour la paix », déclara le pape, le visage d'un jeune soldat du Burkina Faso apparaît dans mon esprit. Il ne prêche ni par des lois ni par des écritures, mais par la sueur et la terre. Il n'a jamais mis les pieds dans les églises de Rome. Et pourtant il agit comme si les pauvres du monde étaient son sanctuaire. Cette déclaration sans précédent allait bien au-delà du symbole. Elle marquait la première fois que le Saint-Siège, soutenant officiellement un dirigeant africain en exercice pour le prix Nobel de la paix, la nomination formelle de Traoré par le Vatican a provoqué une onde de choc dans les cercles diplomatiques du monde entier. Elle présentait son leadership non seulement comme politique, mais comme une croisade morale et spirituelle contre l'oppression et le désespoir. Qu'un pontife soutienne une figure issue d'un coup d'État militaire remettait en question les conceptions traditionnelles du pouvoir et de la rédemption. Cela a déplacé le discours de la diplomatie abstraite vers une action concrète, où la paix se sème dans les champs et non simplement négociée dans les salles de conférence. Ce soutien pontifical a transformé Traoré d'un acteur régional en un symbole mondial. Il a contraint le monde à réexaminer la véritable signification de la paix dans notre siècle fragmenté. Le soutien du Vatican a brisé la glace. Mais ce qui a suivi fut un effet domino mondial. Des dirigeants souvent divisés idéologiquement se sont exprimés au sujet d'un homme dont les positions politiques échappaient aux catégories habituelles. La France, ancienne puissance coloniale du Burkina Faso, a réagi avec une admiration prudente. La présidente Anne-Luc Marot, connue pour son centrisme technocratique, a déclaré « Nous ne partageons pas toutes les méthodes de M. Traoré, mais nous ne pouvons ignorer les résultats. Il écrit un nouveau chapitre de l'histoire de l'Afrique, par l'action, non par l'aide. » Un geste diplomatique venu d'un pays qui peine encore à affronter son passé colonial, confronté à une ère post-France-Afrique, où l'Afrique parle et agit selon ses propres termes. À Washington, la secrétaire d'État américaine Janet R. Collins a adopté une position plus mesurée. Nous respectons cette nomination et reconnaissons les efforts de M. Traoré pour la stabilité régionale dans la région du Sahel. C'est une opportunité pour la communauté internationale de repenser ce que signifie réellement la paix au XXIe siècle. Derrière ce langage poli se cachait une tonalité sans équivoque. L'approche de terrain de Traoré, rejetant les prêts du FMI, interdisant les sociétés minières étrangères et nationalisant la politique alimentaire, posait un défi idéologique discret à l'ordre économique libéral. Le Brésil, sous la présidence de Luiz G. Costa, a été bien plus direct. Grand admirateur des figures anticoloniales, Costa a déclaré « Je l'ai appelé le nouveau Sankara, mais il m'a corrigé. Il a dit « Je ne suis qu'un paysan en uniforme. » C'est là que j'ai su qu'il méritait le Nobel. La déclaration de Costa a trouvé un écho puissant dans le Sud global, un pont symbolique entre les luttes d'Amérique latine et la Renaissance africaine. À Moscou, le président russe a choisi de souligner l'héritage pragmatique de Traoré. Il ne construit pas des idéologies, mais des systèmes alimentaires, des écoles et de la foi. Cette réaction allait bien au-delà du commentaire politique, elle reflétait une réalité géopolitique en mutation. Pendant des décennies, l'Afrique fut un champ de bataille d'intérêts étrangers. Traoré a transformé ce champ de bataille en terres agricoles, en salles de classe, en espoir. Et le monde, même à contre-cœur, commençait à le remarquer. La nuit tombe sur Ouagadougou, mais la ville refuse de s'endormir. De la route de l'aéroport à la place Thomas Sankara, des dizaines de milliers de personnes se rassemblent sous des lanternes artisanales, scandant un seul nom, Ibrahim Traoré. Des marchands vendent du bissap et des arachides grillés, tandis que des tambours résonnent d'un rythme plus ancien que les statues coloniales couvertes de mosaïques toutes proches. Une banderole peinte à la main tendue entre deux acacias annonçait « Nous ne mendions plus, c'est le monde qui vient à nous ».
Pour de nombreux Burkinabés, la nouvelle est tombée comme une pluie soudaine à la fin de la saison sèche. Les stations radio grésillaient de voix exaltées, hurlant « C'est notre victoire ». Des mères pleuraient à chauds de larmes, non de chagrin, mais de soulagement. Leurs enfants fréquentent désormais les nouvelles écoles de quartier construites par Traoré, et elles n'ont plus peur des rafales des groupes armés qui hantaient autrefois les nuits le long du fleuve Nazinon. Les anciens combattants, désormais vêtus de combinaisons portant l'inscription « Agriculteurs de la paix », font démarrer des pompes diesel pour irriguer le maïs, au lieu de tenir des postes de contrôle. Au-delà du Burkina Faso, les célébrations ont résonné dans tout le Sahel. À Niamey et à Bamako, des collectifs de jeunes ont projeté des vidéos de Traoré depuis leur téléphone sur les murs publics en scandant « Un Sahel, un rêve ». Les correspondants locaux africains ont rapporté des cercles de danse improvisés tournant jusqu'au cœur de la nuit, même en pleine sécheresse, autour des hameaux où l'électricité s'éteint au crépuscule. Le message était limpide. Si un pays parmi les plus pauvres du monde peut retrouver sa dignité, alors eux aussi le peuvent. Tout le monde. Cependant, ne partagez pas cette euphorie. Certains anciens s'inquiétaient à voix haute que cette reconnaissance mondiale n'apporte de nouvelles pressions géopolitiques. Pourtant, même les sceptiques admettaient les faits, les attaques terroristes en baisse, les récoltes en hausse, des dispensaires ouverts, des enfants nourris. Ils voyaient des voisins autrefois divisés par l'ethnie s'unir aujourd'hui pour planter de jeunes pousses, 5 par 5, chacune étiquetée de ces mots. Liberté, travail, dignité, le 27 juillet, soit un jour après l'annonce de la nomination au prix Nobel de la paix, les dirigeants du Burkina Faso, du Mali et du Niger sont apparus ensemble lors d'une conférence de presse historique à Ouagadougou, avec des visages graves et des voix assurées. Ils ont publié une déclaration commune affirmant que la nomination de Traoré n'était pas une gloire personnelle, mais la preuve qu'un autre destin est possible pour l'Afrique. Un destin écrit par elle-même. Ils ont annoncé une nouvelle phase de coopération régionale au-delà des alliances militaires, incluant l'agriculture, l'éducation, la santé publique et les médias locaux. Une nouvelle institution, le commandement civil conjoint du Sahel, a été annoncée pour coordonner les programmes de sécurité alimentaire, de réinsertion post-conflit et d'infrastructures médicales rurales. Parallèlement, des pays voisins comme la Guinée, le Tchad et le Togo ont envoyé des félicitations officielles, suggérant que le modèle d'autonomie de Traoré La solidarité régionale et le rejet de la dette étrangère pourraient en devenir un nouveau modèle de développement pour l'Afrique. Au sein de l'Union africaine, le débat s'est rapidement intensifié. De nombreux délégués ont exhorté l'UA à reconsidérer son mécanisme de réponse rapide, initialement conçu pour isoler les gouvernements arrivés au pouvoir par des coups d'État militaires. Un commissaire politique, s'exprimant sous anonymat, a confié à la presse « Nous ne pouvons plus juger les dirigeants uniquement par leur ascension au pouvoir. Nous devons les juger par les routes qu'ils construisent pour leur peuple. » En Europe et aux États-Unis, les diplomates ont reconnu avec prudence la légitimité croissante de Traoré, tout en maintenant leurs inquiétudes sur les normes démocratiques. Plusieurs émissaires ont toutefois exprimé leur respect pour le chemin souverain de la région. Discrètement, certains bailleurs internationaux ont même rouvert les canaux de communication avec le Burkina Faso, impensable il y a quelques mois à peine. Lorsque le pays a rompu ses liens avec le FMI, la nomination au Nobel est devenue bien plus qu'un simple prix, c'est un tournant symbolique. Une déclaration adressée au monde, l'Afrique ne parle plus avec des voix empruntées. Cette fois, le continent parle en son propre nom. Et le monde, peut-être pour la première fois depuis des générations, écoute enfin. Dans un discours spontané depuis le balcon du palais présidentiel, Traoré s'est adressé à la foule. Cette nomination n'est pas la mienne seule. Elle appartient à chaque mère qui a nourri un enfant avec les produits de son propre champ, à chaque jeune qui a saisi une pelle au lieu d'un fusil, à chaque enseignant qui a enseigné sous un arbre. Nous bâtissons la paix. Non pour impressionner le monde, mais pour survivre. Des étudiants et mouvements de jeunesse ont fait éclater les campus universitaires d'Afrique en un élan de solidarité à Bamako, Niamey, Accra et Kinshasa. Des étudiants ont organisé des forums éveillés sur les réseaux sociaux. Le hashtag #NobelForAfrica est devenu viral à l'échelle mondiale. Des jeunes Africains réclamant une reconnaissance accrue pour les dirigeants qui cultivent la terre
plutôt que les tribunes de conférences. À Lagos. Un étudiant activiste a tweeté « Traoré ne portait pas de costume. Il portait des bottes. Il n'est pas allé à Davos. Il est allé dans les champs. Voilà pourquoi ce Nobel est important. » À Johannesburg. Des étudiants ont organisé une exposition d'art intitulée « Chants de paix », mettant en lumière des peintures, des installations et des poèmes inspirés par la révolution agricole de Traoré. Soutien panafricain, les dirigeants du Mali, du Niger, de la Guinée et du Tchad ont publié une déclaration commune. S'il gagne, ce ne sera pas la victoire d'un homme, mais la réhabilitation d'un continent. Un président paysan est plus puissant qu'un président en exil. Un village bien nourri est plus fort qu'un prêtre étranger. Les médias panafricains y ont vu un tournant historique. Plusieurs journaux ont décrit la nomination comme une gifle à l'ordre ancien, non seulement politique mondial, mais aussi à la manière dont l'Afrique est perçue et se perçoit elle-même. Le 10 décembre 2025, les yeux du monde entier se tourneront vers Oslo. Ce jour-là, un nom sera gravé dans l'histoire du prix Nobel de la paix. Pour des millions d'Africains, l'espoir porte un seul visage, Ibrahim Traoré. À 36 ans, il incarne une nouvelle génération de dirigeants, ni redevables à des créanciers étrangers, ni formés dans les laboratoires d'idées occidentaux. S'il est récompensé, Traoré deviendrait le premier chef d'État africain en exercice à remporter le prix Nobel de la paix, et le premier dirigeant nommé malgré une accession au pouvoir par transition militaire. Un symbole mondial de ce que certains appellent la paix pratique, non pas négociée dans les salons d'hôtel, mais semée dans les champs, les écoles et les dispensaires. Mais quelle que soit l'issue à Oslo, une chose est certaine, l'histoire de Traoré a déjà modifié la conversation mondiale. Il n'est pas seulement un candidat au Nobel, il est un miroir des contradictions de notre époque, et un rappel que la paix n'est pas l'absence de guerre, mais la présence de justice, de dignité et de la terre entre les mains de ceux qui la cultivent. Alors que l'heure du verdict approche, le monde observe non seulement pour savoir qui l'emportera, mais pour comprendre ce que signifie vraiment la paix au XXIe siècle.